Christian Arbelot, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, quittons les théâtres d'opération particuliers pour faire une pause concept et parler de la question fondamentale de la mémoire opérationnelle dans la guerre de l'information. Alors tout d'abord, pourquoi insister sur l'importance de la mémoire opérationnelle? Alors, pourquoi insister sur ce sujet qui, moi, me semble vraiment crucial? C'est en fait, d'une certaine manière, le bilan qu'on tire des 30 premiers podcasts qu'on a fait tous les deux dans ce qu'on appelle 50 ans de guerre de l'information, donc sur le site du CR 451 et sa chaîne YouTube. La question de la mémoire opérationnelle, elle est posée pour une raison, en fait, très simple. C'est que on constate aujourd'hui qu'il n'y a pas de mémoire opérationnelle sur la manière de mener la guerre de l'information. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a existé des écrits, je cite régulièrement les écrits du couple Villatou, qui pour moi restent vraiment fondamentaux dans la compréhension des problèmes de guerre d'information. On peut dire aussi, bien entendu, de guerre psychologique, puisque c'était surtout l'expression qui était utilisée dans la seconde moitié du XXe siècle, et notamment à travers les guerres coloniales. Mais l'apport des Villatou, c'est véritablement, on peut le dire, une grille de lecture qui court sur l'histoire du XXe siècle et qui met en relief beaucoup d'analyses, mais aussi beaucoup de leçons à tirer. Et la principale d'entre elles, c'est que malheureusement, une fois de plus, quand on a des écrits de cette qualité, on pourrait espérer qu'ils restent inscrits dans le temps, ce qui n'est pas le cas. Et il a fallu que le CR 451 lise ou relise les écrits du couple Villatou pour les faire réapparaître dans le champ de vision. Et notre objectif, c'est qu'ils ne disparaissent pas de nouveau, ces écrits-là, et d'autres, bien sûr, puisqu'on a, au cours de ces 30 podcasts, citer un certain nombre de sources. Alors, si je reviens sur le constat, il n'y a pas de mémoire opérationnelle sur la manière de mener de la guerre d'information en France, qui est quand même un constat plutôt inquiétant. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? En fait, d'abord, peut-être sur le fait que la guerre de l'information n'est toujours pas, contrairement à ce qui est dit ici et là en 2024, considérée comme un enjeu stratégique. On peut dire qu'elle a été un enjeu stratégique et considérée comme tel au moins à deux moments clés du XXe siècle. D'une part, lors de la guerre froide, parce que la confrontation entre les deux blocs a abouti à une confrontation de nature idéologique, mais pas seulement, et parce que là, on a constaté que des systèmes dans chaque bloc se mettaient en place pour s'affronter autour de la notion d'information, autour de la notion de connaissance, autour de la notion de psychologie des masses et de perception de ces phénomènes. Et là, oui, les pouvoirs politiques, qu'ils soient à l'Est comme à l'Ouest, ont pris au sérieux ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de l'information. L'autre élément qui a fait que le pouvoir politique en France en particulier s'est attaché à prendre en compte cette dimension, c'est notamment au cours des guerres coloniales, guerre d'Indochine, puis ensuite guerre d'Algérie. Alors là, oui, on peut considérer qu'il y a eu, au sein de la classe politique française, pas de manière homogène, de manière totalement hétérogène, quelques individus qui ont notamment eu des responsabilités au niveau de l'autorité politique, au niveau de la gouvernance, comme on le dit aujourd'hui, de l'État, et qui ont pris des décisions et même qui ont été à l'origine de création de structures. On va y revenir d'ailleurs dans ce podcast, puisque ça va être le cas central qu'on va citer d'une mémoire opérationnelle qui a abouti à une victoire stratégique et dont on a totalement oublié le sens, l'importance et la signification. Alors justement, Christian Arbelot, pourquoi une telle perte de mémoire? On a l'impression qu'il n'existe pas de retour d'expérience, de rétex en fait de ces initiatives. Alors,
Il y a une perte de mémoire d'abord parce que je dirais que la force principalement fautive, c'est pas tellement le pouvoir politique, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas non plus la société civile, bien entendu, c'est l'armée française. L'armée française a été, il faut bien le dire, fortement secouée par les événements d'Algérie, comme on les appelle, par la fin de la guerre d'Algérie, par notamment la tentative de coup d'État de quelques généraux en Algérie, par le passage dans les rangs de l'organisation de l'armée secrète, donc de l'OAS, d'un certain nombre d'officiers, d'actifs, et tous ces bouleversements, disons, et les drames qui en découlent, ont amené le général de Gaulle à reprendre en main l'armée française au cours des années 60 et à faire en sorte que le problème de la guerre psychologique et les solutions qui ont été apportées dans le cadre militaire soient gommées de la mémoire militaire. L'officier qui voulait faire carrière à partir du milieu des années 60 avait très fortement intérêt à ne pas écrire sur le sujet sous peine d'être marginalisé dans le système. Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable, et même si par la suite, et on en a déjà parlé lors de précédents podcasts, l'armée française a été conduite à se réintéresser au sujet, notamment à la fin des années 90, on constate qu'elle l'a fait par la force des choses, sous l'impulsion de ce qui se passait dans le monde anglo-saxon et à cause des guerres que les États-Unis ont menées, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan ou ailleurs. Et le résultat, finalement, c'est que au sein même de cette armée, les forces vives de cette armée, c'est-à-dire les colonels qui dirigent des régiments de combat, que ce soit au niveau de l'infanterie, au niveau de la cavalerie blindée ou de l'artillerie et des troupes spécialisées comme les troupes aéroportées par exemple, ces colonels ne croient pas à l'intérêt de la guerre de l'information, et la plupart du temps, quand il y a une démarche de ce type, généralement, elle ne précède pas une opération militaire, elle intervient après, et plutôt pour valoriser le résultat d'une opération militaire. Donc ça, c'est un problème récurrent, et même si aujourd'hui, au sein du ministère des Armées et de différentes structures qui entourent le chef d'état-major des armées, on va me contredire en disant non, on a changé de posture, il se passe des choses, on ne peut pas en parler. Tous les retours d'expérience que nous enregistrons à partir de situations de terrain nous démontrent que, contrairement à ce qui est dit encore en 2024, la guerre de l'information n'est pas rentrée dans les esprits des colonels qui dirigent les régiments de combat. Elle n'est pas prise réellement au sérieux, et ces fameux colonels ont été très fortement marqués, notamment par le résultat de la guerre en Afghanistan, puisque en Afghanistan, les forces américaines ont réintroduit les principes de guerre de l'information. Le général Petraeus s'est même vanté, entre guillemets, de relire des auteurs français, Galula d'un côté, Roger Tiantier de l'autre, pour prendre exemple sur les leçons de l'apport militaire français en matière de guerre psychologique lors des guerres coloniales, et essayer d'appliquer finalement, retranscrire ces leçons sur le terrain afghan. Et le résultat, vous le connaissez comme moi, ça n'a pas donné grand-chose. Les États-Unis ont dû quitter l'Afghanistan dans les conditions que l'on sait, et les talibans sont revenus au pouvoir. Donc, ce petit disque rayé qui tourne dans la tête des colonels, comme quoi la guerre de l'information, ça ne marche pas, continue à tourner, même en 2024, malgré les déclarations du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, malgré sa doctrine, et malgré les tentatives qui sont faites ici et là, soit dans des structures comme le CIAE basé à Lyon ou d'autres. Donc il faut être très réaliste, et ça pose vraiment un problème. Et lorsqu'il y a des retours d'expérience, on peut dire qu'ils sont dilués dans une approche plutôt technique et souvent très basique. Et lorsqu'on admet qu'il faut injecter un peu de guerre de l'information dans des opérations militaires,
ce qui commence timidement à être le cas dans des exercices menés notamment sur le site de l'école militaire, on voit bien, il faut être réaliste, je crois, que c'est encore la 5e roue du carrosse et qu'on ne prend pas réellement au sérieux ce sujet comme il devrait être pris au sérieux. Est-ce dire, Christian Belot, que la question létale domine encore les esprits? Oui, je crois que la question létale domine complètement les esprits. Je crois que le problème du militaire français, comme il n'y a pas de mémoire opérationnelle qui est enseignée sur ce sujet, aux différentes étapes de progression d'un officier, par exemple, quel que soit son rang, ce sont des pointes de touche, ce sont quelques individus ici et là dans le système militaire qui captent des bribes de savoir, qui se penchent presque volontairement à titre individuel sur des sujets qui mériteraient une place beaucoup plus importante dans leur cursus professionnel et pas simplement par curiosité, mais dans un cadre pédagogique beaucoup plus structuré qu'il ne l'est aujourd'hui. Comment se caractérise cette perte de mémoire opérationnelle? Cette absence de mémoire opérationnelle, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à quelque chose qui, moi, m'interpelle fortement, c'est-à-dire des ruptures dans la transmission du savoir-faire. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que lorsqu'on relit l'histoire du XXe siècle, et je reviens une fois de plus aux écrits des Villatou, il nous rappelle que cette fameuse armée française n'a pas toujours été uniquement focalisée sur l'aspect létal. Elle a même été créative, et elle a été créative, par exemple, lors de la Première Guerre mondiale. On oublie qu'en 1915, il a été créé ce qu'on appelle un service de propagande aérienne. À l'époque, il n'y avait pas d'armée de l'air. Les aéronefs dépendaient de l'armée de terre. Et le ministère de la Guerre a créé ce service de propagande aérienne et il l'a rattaché au deuxième bureau, donc le deuxième bureau qui s'occupait du renseignement militaire par rapport aux opérations. Et ce qui est très intéressant, c'est déjà à ce moment-là, pourquoi je parle de créativité, c'est tout simplement parce que le ministère de la Guerre va demander à des civils, et non pas à des militaires, de faire partie de ce service de la propagande aérienne. On va avoir un industriel, un artiste, alsacien et d'autres qui seront bien entendu des germanistes, donc qui parleront très bien l'allemand, et à qui on va demander de réunir une certaine forme de documentation afin notamment de confectionner des tracts de propagande destinés à être jetés par avion au-delà des lignes ennemies vers la population ennemie, allemande en l'occurrence, afin de porter atteinte à son moral. Alors on peut se dire, oui, tous ces papiers jetés comme ça d'un avion, c'est pas très crédible, on peut pas vraiment dire que ça serve à grand chose. Eh ben, détrompez-vous, parce que si on reprend une déclaration du maréchal Hindenburg le 2 novembre 1918, maréchal Hindenburg a joué un rôle déterminant dans la conduite des opérations allemandes durant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cher maréchal Hindenburg? Il nous dit la phrase suivante: ce qui nous a causé le plus de dommages, c'est le Papierkrieg, donc les tracts auxquels je venais de faire allusion il y a 2 secondes, le Papierkrieg des ennemis qui nous ont quotidiennement inondés de 100 000 tracts établis et rédigés avec une extraordinaire habileté. Donc cette phrase-là, il faudrait la faire lire à ces fameux colonels auxquels je faisais allusion tout à l'heure, pour bien leur faire comprendre que la Première Guerre mondiale, dont la France est sortie victorieuse dans les conditions que vous savez, c'est-à-dire avec un coût humain monumental, il n'empêche que ce n'était pas simplement le bruit des canons, ce n'était pas simplement les vagues de fantassins allant se faire décimer sous le feu des mitrailleuses allemandes, c'est aussi une pratique non létale qui était celle de ce fameux service de la propagande aérienne. Ça, c'est une leçon
qu'on a oubliés, on pourrait en rajouter d'autres, parce qu'on a déjà, dans des podcasts précédents, abordé la question de la créativité du ministère de la Guerre durant la Première Guerre mondiale, le ministère de la Guerre français, qui n'est pas rentré dans ce que j'appellerais un processus de mémoire opérationnelle auquel on serait tenu d'exiger l'existence auprès des autorités militaires actuelles, qui ne se peut pas dire qu'elles s'empressent de le faire, et c'est bien dommage. Alors, vu l'étrange défaite qui va frapper la France en 1940, j'imagine que ces victoires en termes de guerre de l'information ne vont pas être suivies à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Non, et c'est là la démonstration de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on pourrait croire qu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, et compte tenu de l'ambiance qui précède la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce qui se passe en Allemagne nazie, le rôle énorme de ce qu'on pourrait appeler la guerre de l'information au niveau de la politique intérieure allemande, mais pas seulement, puisque cette guerre de l'information, elle va se dérouler dès les années 35-36 jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, pour, rappelez-vous, des épisodes très importants, que ce soit la fin de la division du territoire allemand, puisque Hitler va, comme vous le savez, récupérer la totalité du territoire et notamment la zone qui était sous contrôle français en particulier, mais pas seulement, c'est aussi le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, c'est aussi le démantèlement de la Tchécoslovaquie, avec toute la démarche informationnelle qui va bien dans tous les cas de figure que je viens de citer. D'ailleurs, ça en fait 3 au moins, mais il y en a d'autres. On aurait pu se dire que cette accumulation d'événements qui aboutissent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et qui étaient très fortement marquées par des opérations de guerre de l'information, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même de nature presque politico-militaire. Si je prends le cas de l'Autriche, il y avait un parti nazi, il y a eu tout un tas de démarches, des attentats, des pressions par ce parti nazi autrichien pour affaiblir justement le pouvoir politique autrichien qui voulait préserver l'indépendance de l'Autriche. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ils sont multiples et variés pour démontrer comment un pouvoir politique en France à la même époque ne pouvait pas s'interroger sur les leçons à tirer de la Première Guerre mondiale afin de faire face à l'arrivée prochaine d'une Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, on a créé par un décret-loi en 1939 un commissariat général à l'information. On aurait pu s'attendre à ce que, d'abord c'est une démarche un peu tardive, notons-le au passage, mais que ce commissariat général à l'information, il ait un rôle réel pour contrer tout le système de guerre de l'information nazi de l'époque. Eh bien pas du tout. On a mis à la tête de ce commissariat général à l'information un écrivain qui était l'ancien chef du service de presse du ministère des Affaires étrangères, du fameux Quai d'Orsay. Cet écrivain, Jean Giraudoux, ça a été une catastrophe. Alors je vais citer la phrase d'Alfred Fabrelus, personnage assez haut et en couleur, entre guillemets, puisque il avait une fine analyse, mais cette fine analyse l'a amené au cours de la Seconde Guerre mondiale à soutenir l'Allemagne avant de s'en écarter et d'être arrêté par la Gestapo, pour propos défaitistes justement. Donc je vais citer cet Alfred Fabrelus qui, dans un ouvrage dont le titre laisse imaginer le contenu, puisque ça s'appelle L'Abîme, que dit-il à propos de Jean Giraudoux et de ce commissariat général à l'information? C'est le dernier salon où l'on cause. Les désœuvrés y viennent apprendre des nouvelles. Les caporaux de la 22e section y cherchent l'emploi de leurs compétences. Après avoir choisi leur bureau, ils y font dresser un lit pour être plus sûrs de le garder. Tandis que Giraudoux s'enferme pour composer des hymnes, ces débrouillards écrivent leurs lettres et reçoivent leurs petites habits. Alors c'est une phrase assassine, mais malheureusement, cet Alfred Fabrelus n'est pas le seul à penser comme ça. Oui, d'ailleurs, concernant le commissariat général à l'information, Marc Bloch, l'historien, donc auteur de L'étrange défaite, caractérise l'impuissance des gouvernants à définir des buts de guerre et estime que ce commissariat général à l'information dirigé par
Et Giraudoux est un échec total, notamment du fait d'une voix mauvaise à la radio, de discours inadaptés, d'une certaine timidité et surtout d'un grossier optimisme. Oui, je crois que Marc Bloch, dans ce bilan-là, résume l'extraordinaire absence de pensée stratégique dans le domaine. Et on a créé, je crois, en mars 1940, un ministère de l'Information, parce qu'on se rendait bien compte que tout partait dans la mauvaise direction et depuis longtemps, mais il était bien sûr beaucoup trop tard. Et cet échec, dont finalement on a retenu peu de choses, qui marque l'incohérence totale du système français. C'est-à-dire, il est créatif lors de la Première Guerre mondiale, il est totalement l'antithèse de la créativité à la veille de la Seconde, et la synthèse, finalement, à la fin du XXe siècle, elle n'est pas faite. Et j'en prends pour exemple un cas d'école qui, pour moi, illustre parfaitement ce que j'appelle les ruptures dans la transmission du savoir-faire. Alors ce cas d'école, justement, pourquoi il est intéressant, c'est, et je salue encore une fois Lévy Latou de nous en avoir donné tous les éléments pour permettre de l'évoquer, c'est que ce cas d'école, justement, il montre que face à un problème de nature stratégique, le pouvoir politique en place va réfléchir, va prendre des décisions, va créer des éléments de réponse et va même aller plus loin puisque il va permettre au système de réagir face à une attaque et de vaincre les auteurs de cette attaque, ce qui n'est quand même pas tout à fait classique et qui aurait mérité, je pense, d'être gravé dans le marbre de ce que j'appellerais une mémoire opérationnelle sur la guerre de l'information. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, à partir de 1947, il y a ce qu'on appelle la crainte d'un complot subversif de nature communiste. Alors, rappelez-vous, jusqu'en 1947, le Parti communiste participe au gouvernement du début de la 4e République et subitement, ils en sont exclus. Et à partir de là, le Parti communiste va rentrer dans une opposition musclée, très forte au pouvoir politique en place, et surtout va être à l'origine de grandes grèves qui se manifestent durant l'année 47 et qui vont déboucher sur des situations d'émeutes et dans certains cas sur des logiques quasi insurrectionnelles. Et ce qui est très intéressant aussi à noter, c'est sa force de frappe informationnelle à la même époque, puisque le PCF a 11 quotidiens nationaux et 75 hebdomadaires pour dispenser sa pensée politique aux 4 coins de la France et bien au-delà, dans les colonies et ailleurs. Le journal L'Humanité tire et est vendu au-delà de 500 000 exemplaires. Et bien entendu, le Parti communiste contrôle le principal syndicat, la Confédération générale du travail, la fameuse CGT, qui revendique quand même 5 millions de syndiqués. Alors il est bien évident que ce Parti communiste fait peur, inquiète les partis politiques à droite, qui sont sortis exsangues de la Seconde Guerre mondiale à cause de la période vichiste, puisque la période vichiste, elle a détruit la vie politique française. Il faut bien savoir que toute une partie de la gauche de la SFIO va devenir une gauche qu'on retrouve dans les partis de la collaboration et toute une partie de la droite aussi. Donc il est bien évident que même si la résistance va permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique, grâce aux personnes qui ont pris parti contre le régime du maréchal Pétain, contre l'Allemagne nazie, et pour un certain nombre d'entre eux qui sont rattachés au général de Gaulle, installé à Londres, il n'empêche que la situation est très défavorable pour ces gens-là, puisqu'à la sortie de la guerre, je le répète, le premier parti, c'est le Parti communiste. L'histoire de la libération montre pourtant qu'il y a une alliance entre les communistes et les gaullistes. Ça va notamment donner le fameux Conseil national de résistance. Alors, est-ce un
un faux semblant? Est-ce qu'il y a un double jeu? Que se passe-t-il en fait pour en arriver à une telle confrontation? Alors je crois que, en fait, De Gaulle a dû mener plusieurs guerres de l'information pour affirmer son pouvoir de libérateur de la France et devenir le premier président du Conseil de la 4ème République. Il a d'abord dû vaincre les pétainistes qui étaient à Alger, et notamment vaincre Darlan. Et ça ne s'est pas fait n'importe comment puisqu'il l'a fait assassiner. Deuxièmement, il a dû vaincre le général Giraud, qui était le général évadé en qui les Américains portaient toute leur confiance, puisque Giraud avait plus d'étoiles sur son képi que le général de Gaulle, et était considéré comme un homme capable de diriger la recomposition de l'armée française. Donc De Gaulle a mené une véritable démarche d'encerclement cognitif, comme on dirait au CR 451, pour réduire Giraud à la portion congrue et faire en sorte qu'il disparaisse. Donc ça, c'est la deuxième victoire de De Gaulle. Et la troisième victoire de De Gaulle, enfin provisoire, c'est contre le Parti communiste. Je dis provisoire parce que De Gaulle, effectivement, a empêché le Parti communiste de prendre le pouvoir à la sortie de la guerre par le biais des mouvements de résistance armés, mais c'est quand même le Parti communiste qui force De Gaulle à démissionner le 20 janvier 1946 à la suite du refus de son projet de régime présidentiel. Donc, alors ça de manière démocratique, parce que ça s'est joué à l'Assemblée nationale, mais il n'empêche que la situation a fait que, en sortant De Gaulle, le Parti communiste rebondissait d'une certaine manière et pouvait repartir à l'offensive. Et c'est ce qui s'est fait dans ces fameuses grandes grèves de novembre et décembre 1947, où là, le Parti communiste mobilise ses troupes. On peut dire que Moscou le laisse faire, après l'avoir retenu, et on voit un Parti communiste qui va mener, alors là, pour le coup, une véritable guerre de l'information au niveau national, en utilisant tous les moyens possibles, tracts, affiches, journaux, brochures, organiser des meetings sur tout le territoire, lancer des pétitions, et bien entendu, s'appuyer sur des manifestations de rue. Mais ça ne se limite pas à ça, c'est-à-dire que quand on dit climat quasi-insurrectionnel, si je reprends un témoignage que nous citent les Villatou dans leur ouvrage, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque par exemple que le 12 novembre 1947 à Liévin, donc Liévin c'est dans la zone des mines de charbon, 3 individus masqués s'introduisent dans une fosse où on exploite justement l'extraction du charbon, placent des explosifs sur les coussinets des moteurs qui servent à la ventilation pour saboter le fonctionnement de la fosse. Une seule charge explose, elle crée quand même des dégâts, mais le même jour, une grenade est lancée contre un train des mines partant lieu-dit de choc, blesse l'accrocheur qui doit être hospitalisé. Le 14 novembre, un rail est placé en travers de la ligne ferroviaire Rimbert-Lès-Auchel-Lillers. Le 16 novembre, c'est la ligne Auchibuli qui est touchée. Le 22 novembre, un autobus des houillères qui effectue le transport des ouvriers est détourné par 3 individus qui, sous la menace d'une arme, forcent le chauffeur à le conduire dans un bois. Arrivé à destination, ils contraignent les passagers à s'enfuir. Ils tentent de mettre le feu au véhicule. N'y parvenant pas, ils jettent une grenade à l'intérieur de l'autobus. Et je pourrais, comme ça, énumérer toute une série d'actes de sabotage commis entre 1947 et 1948. Et on voit que ce climat d'émeute ne s'arrête pas là, puisque ça se termine par notamment un drame qui est l'attentat commis le 3 décembre 1947 sur la ligne Paris-Lille, où là, des individus déboulonnent les rails à Agny, dans le canton d'Arras Sud. Ça provoque le déraillement d'un train de voyageurs avec un bilan très lourd, 24 morts, une quarantaine de blessés. Et l'attentat a été commis par des forces très proches, dit-on, des émeutiers. Et les émeutiers, on pointe du doigt, bien entendu, l'organisation clandestine du Parti communiste français à l'époque ou des anciens FTP.
Alors, Christian Belot, j'imagine que l'État français va réagir. Alors oui, l'État français réagit. Il réagit finalement en deux étapes. La première étape, c'est une riposte tout à fait logique, qui est policière et judiciaire. On voit là se manifester deux cultures étatiques. La première, c'est la culture héritée de Fouché, donc c'est la police de Fouché, donc cette police qui a cette capacité très importante de ficher les individus pour les arrêter ensuite. Donc ça, c'est culture centenaire, on pourrait dire. Et puis l'autre culture, beaucoup plus récente et beaucoup plus sulfureuse d'une certaine manière, c'est la culture des fameuses brigades spéciales qui avaient été constituées à Paris durant la Seconde Guerre mondiale pour traquer les réseaux de résistance communiste sur la zone Île-de-France. Et ces brigades spéciales ont eu une activité très poussée, ont été à l'origine du démantèlement de beaucoup de structures clandestines du Parti communiste dans la zone Île-de-France qui menaient des opérations de lutte armée. Mais il faut bien dire que la fusion de ces deux cultures qui aboutit à des marches au niveau national, elle se traduit par quoi? En fait, elle se traduit par l'arrestation de plusieurs milliers de personnes qu'on va interroger dans les commissariats, qu'on va trier et on va relâcher une partie de ces gens-là, bien sûr, et on va garder les plus dangereux ou considérés comme tels, les activistes qui étaient les plus influents dans les zones de grève, mais aussi ceux qui menaient les opérations de sabotage ou ceux qui étaient considérés comme la structure fermée qui était à la base de l'organisation des grandes grèves. Donc cette opération de répression va très fortement perturber le pilotage mené par le Parti communiste français pour faire pression, voire plus, sur les gouvernements de la 4e République de l'époque, ce qui amène d'ailleurs ces gouvernements à faire appel à l'armée, puisqu'il n'y a pas simplement les nouvelles compagnies républicaines de sécurité qui interviennent sur le terrain, ou des escouades de la garde républicaine, puisqu'il n'y a pas encore la gendarmerie mobile qui va être constituée progressivement. Là, on voit apparaître des unités militaires contre les grévistes avec des blindés, avec des automitrailleuses, pour faire pression et pour démanteler les piquets de grève. Donc on est, je vous le dis, pas loin d'une situation qui sort complètement des règles classiques de maintien de l'ordre. Et Lévi-Datou précise justement que la lecture des procès-verbaux des conseils d'état-major, donc là on parle bien de l'armée française, souligne le caractère subversif et insurrectionnel de ces grèves. Et citons à ce propos un général qui va faire parler de lui un peu plus tard dans ce qu'on appelait l'affaire des fuites, mais je ne vais pas rentrer dans cette période-là, je vais précéder cette période, c'est le fameux général Revers. Alors le général Revers, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui établit un lien direct entre le plan de maintien de l'ordre du temps de paix et le plan de sécurité intérieure du temps de guerre. Donc, vous voyez à quel niveau on a mis la menace. C'est pour ça que je parle de niveau stratégique. Pour le pouvoir politique de l'époque, il était absolument vital de contrer l'action du Parti communiste. Et je signale à ce propos que quand je dis que l'appareil d'État se mobilise, il se mobilise à tous les étages, notamment au niveau des services spéciaux français. Les services spéciaux français, là je fais allusion aux services de documentation extérieure et de contre-espionnage. Christian Belot, que vient faire le SDEC dans cette histoire? Le SDEC, donc l'ancêtre de la DGSE actuelle, prend parti sur ce sujet, puisqu'il a des moyens d'action, le SDEC, notamment parce qu'il a créé en son sein une structure qui est chapeautée par un comité scientifique qui réunit des experts de tous horizons. Et là, de nouveau, on retrouve les civils qui ont des compétences dans l'action psychologique. Alors, c'est des gens qui viennent des sciences humaines et sociales, c'est des journalistes, c'est des gens qui viennent même du secteur de la publicité, on dirait aujourd'hui du secteur de la communication. Et cette section qui a été créée dans les années 48-49, elle est rattachée au service action, mais
elle n'est pas activée à ce moment-là pour contrer les grèves. Elle suit ce qui se passe, bien sûr, elle va intervenir plus tard. Alors, c'est intéressant de voir ce renversement de l'appareil d'État. Pourquoi ? Parce que la menace communiste, elle interpelle non seulement le pouvoir politique en France, enfin une partie de ce pouvoir politique, celui qui est situé plutôt à droite ou celui qu'on va identifier sous l'angle des nouveaux partis qui apparaissent, notamment le fameux MRP qui est l'équivalent de la démocratie chrétienne italienne en France. Et en dehors de ce pouvoir politique, il y a un pays à l'étranger qui va réagir, et c'est pas n'importe lequel. Ce pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. Comment vont-ils intervenir ? Les États-Unis d'Amérique vont intervenir directement sur la scène politique française. Alors bien entendu, pas de manière officielle, mais l'ambassadeur américain à Paris, M. Jefferson Kefri, va prendre contact avec le président du conseil du moment, qui s'appelle Henri Queuille, avec en appui l'antenne de la nouvelle CIA, qui est en cours de constitution et qui remplace l'OSS. Et M. Jefferson Kefri va demander impérativement à M. Henri Queuille, qui est président du Conseil des ministres, donc je dirais aujourd'hui Premier ministre, de passer à l'offensive pour lutter contre ce qu'il appelle le péril communiste en France. Cette injonction américaine va-t-elle rester lettre morte ou être réellement suivie d'effets ? Oui, cette injonction américaine va vraiment être suivie d'effets, puisque entre 1947 et 1951, ce ne sont pas moins de 7 gouvernements qui vont se relayer pour appliquer un plan de riposte au Parti communiste. Et notez bien qu'on est en période de forte instabilité politique, et ce n'est pas le fait qu'il y ait instabilité politique qui va empêcher justement la continuité de l'action. Donc c'est important de signaler ça, surtout si je renvoie à la période actuelle, c'est que l'instabilité ministérielle ne veut pas dire forcément la discontinuité de l'action de l'État. Et en fait, il faudrait rajouter une chose qui explique cela en fait. C'est que durant ces différentes années, même si les gouvernements changent, on retrouve à des postes clés les mêmes individus, et ces mêmes individus tournent, mais reviennent systématiquement au cœur du processus que je suis en train de décrire. Qui sont ces individus ? Alors, on va parler d'abord de René Pleven, qui est l'ancien commissaire national auprès de Gaulle à Londres, donc qui a lutté contre le nazisme et contre le pétainisme. On va parler de Jules Mock, qui est un ancien résistant du réseau X Libre des polytechniciens, qui a créé le mouvement en 1793, qui se livre à des sabotages, notamment durant la guerre dans l'Aude et l'Ardèche. Et puis, on va parler de Georges Bidault, qui est l'ancien président du Conseil national de la résistance, après l'arrestation de Jean Moulin. Donc, ces 3 personnes, Jules Mock sera notamment ministre de l'Intérieur, c'est peut-être celui dont on a retenu le nom, mais ces 3 personnes jouent un rôle majeur pour définir la manière dont l'État va contrer cette politique subversive du Parti communiste qui se manifeste à la fois à travers des grèves, mais pas seulement, puisque le Parti communiste est contre la guerre d'Indochine, donc va mener des opérations là aussi de sabotage, de manifestation. On ira envoyer des militants pour s'interposer lors de départ de soldats vers l'Indochine. On ira même jusqu'à aller traquer des blessés dans les hôpitaux pour les culpabiliser, etc. Bref, il y a toute une démarche sur différents fronts, appelons-les comme tels, que mène ce Parti communiste. Ce qui amène d'ailleurs le président de la République de l'époque, M. Vincent Auriol, à engager le gouvernement à faire cesser l'agitation communiste. Et lui parle bien de tous les fronts. Et quand il parle de tous les fronts, ça va jusqu'à la science, puisque à cette époque, un physicien célèbre, Joliot-Curie, qui est le haut commissaire à l'énergie atomique, va être révoqué à cause des propos qu'il a tenus sur la guerre nucléaire au 12e congrès du Parti communiste français. Donc, si je vous suis bien, l'État s'organise. L'État s'organise, et même si les grèves prennent fin provisoirement,
l'action subversive du parti continue et c'est ce qui amène notamment à la création le 6 février 50 auprès du ministre de la Défense d'un bureau spécialisé d'action psychologique qui est chargé de centraliser toutes les attaques communistes contre l'armée avec un volet défensif qu'on va appeler l'action psychologique et un volet offensif qu'on va appeler la guerre psychologique. Et lorsque M. René Pleven devient président du Conseil le 11 juillet 50, et ça c'est très important, il réunit à Matignon, donc là où réside le Premier ministre, les principaux responsables politiques de son camp pour lutter, dit-il, avec une extrême sévérité contre les menées antinationales. Alors il faut quand même noter que c'est pas parce que René Pleven prend position de manière aussi ferme qu'il y a une unité à l'intérieur de l'appareil d'État. L'appareil d'État, malheureusement, est désuni. Alors pourquoi est-il désuni ? Parce qu'on sort de la guerre et il y a peut-être eu un comité national de la résistance, le fameux CNR, mais ce CNR était composé de factions qui portaient des projets politiques presque antinomiques. Il est clair que au sein même des mouvements de résistance, il y avait des mouvements qui souhaitaient pratiquement l'émergence d'un nouveau régime politique, et là on retrouve le Parti communiste et ses alliés, et puis il y en avait d'autres, je pense au mouvement Combat notamment, qui étaient beaucoup plus proches d'une vision libérale, assez proche des États-Unis d'Amérique, notamment parce que l'OSS américaine a financé plutôt des mouvements de ce type que le Parti communiste et ses mouvements de résistance. Et donc ces divisions, on va les voir apparaître dans l'organisation même de l'État sous la 4e République. Et là, je prends un exemple. Il est créé, justement, à ce moment-là, donc fin des années 40, début des années 50, un organisme qui s'appelle le Secrétariat Général Permanent de la Défense Nationale, le SGPDN. On a vu apparaître ensuite sous le sigle SGDN et qui existe maintenant sous le sigle SGDSN. Le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Alors ce SGPDN va être dirigé par un ancien résistant, Jean Mons, mais cet ancien résistant, c'est pas n'importe qui. Si on va lire le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier proche du Parti communiste, qu'on appelle le Maitron, M-A-I-T-R-O-N, très intéressant ce dictionnaire biographique, eh ben on voit apparaître Jean Mons qui, en fait, de par son parcours, peut être qualifié de crypto-communiste. Donc, le premier dirigeant du SGDPN, c'est quelqu'un très proche du Parti communiste, très proche du mouvement de résistance, libération, et qui a une position très différente de M. Pleven, c'est-à-dire que lui n'est pas du tout pour cette vision défensive ou offensive pour lutter contre les menées antinationales pilotées bien entendu par le Parti communiste, et il en fait état dans la première réunion qui coordonne, ce qui va créer d'ailleurs un débat assez contradictoire au sein même de cette réunion. À titre d'exemple, le colonel Huneau, qui représente le SDEC, s'oppose à la définition de Jean Mons, et les représentants d'autres ministères, eux, seraient plutôt pour la position de Jean Mons, notamment le ministère de l'Éducation nationale, ce qui montre que cette division intérieure de l'État, elle ne préjuge rien de bon, parce que on va voir finalement prédominer par la suite la tendance Jean Mons plutôt que celle de Pleven, c'est-à-dire avoir une position plutôt assouplie, pas vindicative, être plus dans la communication que dans l'action réellement, appelons-la guerrière de l'information. C'est donc pour cette raison que la lutte anticommuniste va sortir du seul périmètre de l'État. Alors, oui et non. C'est-à-dire que à l'époque, on peut dire que la créativité se manifeste une nouvelle fois, un peu à l'image de ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que le pouvoir politique a bien compris ce que faisait le bloc de l'Est dans le domaine. C'est-à-dire qu'il a bien compris que
le système communiste international n'agissait pas que par l'intermédiaire soit de la diplomatie soviétique, soit du Cominform qui centralisait l'action des partis communistes à travers le monde, soit à travers les services spéciaux de l'Union soviétique, mais aussi à travers les sociétés civiles. Et ça, c'est très très important parce que M. Pleven va demander à un député, M. Jean-Paul David, qui est un député radical de Seine-et-Oise, de créer un mouvement dans la société civile française. Ce mouvement va s'appeler Paix et Liberté. Et la mission de ce mouvement, c'est de lutter contre la désinformation communiste dans la société civile. Alors, c'est très important la création de ce mouvement. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique fait admettre à l'appareil d'État qu'il est très important de mener une guerre de l'information hors de l'appareil d'État et pilotée indirectement par l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'entre 47 et 54, mais surtout entre 49 et 54, on a cette créativité du pouvoir politique français qui a bien compris que la guerre de l'information, elle doit être menée sur un terrain indirect aussi, et dans le domaine très particulier de la société civile. Et pour ce faire, ce n'est pas une administration, ce n'est pas un service de renseignement qui vont être activés, c'est une structure hors de l'appareil d'État. La guerre de l'information, ce n'est pas simplement une démarche de communication directe par le biais de certains ministères, et je pense notamment au ministère des Affaires étrangères, c'est aussi une démarche de guerre de l'information indirecte à mener, je le répète, hors de l'appareil d'État par des structures non étatiques. Et ce qui est très intéressant sur ce mouvement Paix et Liberté, c'est qu'il va être financé par des fonds secrets de Matignon, mais aussi il va être financé par des entreprises et des banques. À quoi ressemblait ce mouvement Paix et Liberté ? Ce mouvement Paix et Liberté, pour le décrire un tout petit peu, il a un secrétariat général qui est basé à Paris, qui avait du personnel, donc des gens permanents, qui étaient payés à la fois pour mener des opérations de documentation, mais aussi pour mener des opérations de propagande. Et ces propagandes, bon, bien entendu, il y avait des outils classiques comme les tracts et les affiches, mais il y avait aussi une émission de radio, par exemple, destinée à contrer l'émission communiste Ce soir en France, qui était enregistrée depuis Prague, donc en Tchécoslovaquie, pays du bloc de l'Est, donc du bloc communiste. Et ce mouvement Paix et Liberté, qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont il agissait en utilisant l'information. C'est-à-dire qu'il utilisait beaucoup l'humour et la dérision. C'était pas simplement les tracts de propagande comme ceux qu'on pouvait imaginer entre les deux guerres, c'est-à-dire des tracts de propagande avec un contenu très idéologique, très brutal, dénonciation de l'autre, avec tous les mots les plus durs possibles. Non, là, on voit apparaître l'humour et la dérision. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez original, parce qu'on va voir réapparaître ça beaucoup plus tard dans notre histoire récente. Pensez aux guignols de l'info de Canal+, qui ont largement contribué à détruire l'image des partis politiques en France. Et puis, encore plus récemment, des émissions comme Quotidien sur une certaine chaîne qui s'inspirent finalement de la même mécanique, c'est-à-dire l'humour, dérision pour enquêter et transformer cet humour, dérision en un véritable répertoire qui va être le discours de la vérité sur ce qu'on nous cache, ce qu'on ne veut pas nous montrer, etc., etc. Cette période Paix et Liberté, ce mouvement qui est contre-subversif, on peut dire, a aussi des antennes en province. Donc c'est une période qui n'est pas que parisienne, qui est aussi nationale. Et ce mouvement va s'arrêter à peu près en 1954 pour deux raisons. La première, parce que l'action du Parti communiste a été très très fortement réduite. D'une part, par les arrestations et les emprisonnements liés aux condamnations qui ont été émises dans un certain nombre de procès. Deuxièmement,
par l'organisation même du système, j'ai parlé de la création de plusieurs structures, par la volonté interministérielle, même si elle était fragilisée par les divisions intérieures liées à ce que j'ai évoqué concernant la résistance, qui n'était pas unie, bien entendu, sur le plan politique, mais aussi par une sorte de mobilisation au niveau occidental, car on en a déjà parlé lors de précédents podcasts. Les États-Unis et le Royaume-Uni vont déclencher une guerre de l'information très très importante à partir de 1947 pour réduire l'influence de l'Union soviétique et de ses pays satellites sur le terrain des sociétés civiles, notamment par ce fameux congrès pour la liberté de la culture et tout ce qui l'entoure. Donc, ce que je peux dire justement pour un peu conclure, c'est que, en fait, cette absence de mémoire sur un phénomène comme celui que je viens de décrire aboutit à de la défaillance dans la prise de décision dans la période actuelle. Deuxième élément de conclusion, on voit aussi que au niveau de l'armée française, cette absence de mémoire opérationnelle a créé des ruptures dans les transmissions de savoir-faire et un amoindrissement très important dans le rôle qu'elle devrait jouer aujourd'hui par rapport à la pédagogie liée à l'usage de la guerre de l'information. Et puis si je vais dans d'autres ministères, c'est encore pire. Et le Quai d'Orsay, qui s'est vu investir de la mission des luttes informationnelles, n'a, lui, encore moins compris que toute une partie du sujet lui échappe à partir du moment où, justement, et c'est ma troisième conclusion, c'est que la lutte informationnelle sur le terrain des sociétés civiles, qui est aujourd'hui une lutte prédominante, si on voit la réalité des réseaux sociaux et tout ce qui va autour, il est clair que là-dessus, il y a une panne sèche de la créativité du pouvoir politique, mais de la créativité aussi de l'appareil d'État, car, j'insiste, les luttes informationnelles dans les sociétés civiles, à l'intérieur ou sur le terrain des réseaux sociaux, dès lors qu'on aborde toute la question de la dimension d'Internet, c'est principalement une démarche indirecte, hors de l'appareil d'État, avec des instruments qui ne sont pas les instruments de l'appareil d'État comme tels. Ça ne veut pas dire que les luttes informationnelles sur le terrain des sociétés civiles ne doivent pas être pilotées par le pouvoir politique avec des stratégies dignes de ce nom et par éventuellement des structures dédiées de l'appareil d'État, mais qui ne doivent en aucun cas être visibles et en aucun cas être revendiquées par le pouvoir politique. Christian Belot, merci. Alors, vous nous citez 3 conclusions. N'y en a-t-il pas une quatrième qui serait en fait la fascination presque aveugle pour la manière dont agissent les anglo-saxons, qui a conduit à des héritages contradictoires et à une confusion, et qui aboutit plus à des défaites informationnelles qu'à des victoires. Et c'est cette 4e dimension que je vous propose de traiter dans notre prochain podcast.